Parle-t-elle un peu notre langue? Elle en a appris un certain nombre de mots. Il semble qu'elle ait passé quelque temps sur un navire, qu'elle ait sauté par-dessus bord pour rejoindre la rive à la nage. Naufragée? J'ose avancer qu'elle a été réduite en esclavage. Et qu'elle s'est échappée. Vous vous rendez compte, Madame Oral? Une princesse royale. Oh, nous ne pouvons en être sûrs. Il était une fois une princesse sans pantoufles de verre, mais avec beaucoup de goût pour les histoires. Vous savez, elle est très adroite, cette fille. Vous pensez que c'est une imposture? Oui. Pourtant, il y a tout de même une chose. Dans son maintien, sa grâce, sa fierté. Non, le doute subsiste. Princesse Carabou de Michael Austen, un conte british pour le Tea Time, dimanche 2, 18h. Vérifiez que votre leash est bien attaché. Canal+ vous offre un tour du monde des plus beaux spots de surf. Le Brésil, Hawaï, en passant par l'Afrique du Sud, vendredi 7 à 22h15, vous entrez dans le cercle très fermé des chasseurs de vagues. Le journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir. Aujourd'hui, dans le journal du cinéma, Carole Bouquet nous parle de Lucie Aubrac, le meilleur du dernier festival de Berlin, et Les Martiens de Tim Burton. Bonsoir à tous. Une histoire d'amour pendant l'occupation, la vie d'un couple de résistants. Après l'enfance en temps de guerre avec le vieil homme et l'enfant, après les collabos d'Uranus, Claude Berry s'attaque de nouveau à cette période sombre de notre histoire. Et pour raconter l'histoire d'amour de ce duo héroïque dans Lucie Aubrac, Claude Berry a choisi la sobriété et la retenue plutôt que le lyrisme. Mais c'est aussi un témoignage qui garde toute son actualité, inspiré du journal de la résistante. En un mot, comment une femme va se battre contre la Gestapo pour faire évader son mari. Un épisode de la résistance française déjà évoqué dans l'Armée des Ombres de Melville. Voici tout de suite l'interview de celle qui est devenue Lucie Aubrac à l'écran. Elle va sans doute se méfier et croire que je suis mort. Pour la rassurer et gagner sa confiance, je vais vous raconter quelques moments de notre vie, de notre intimité connue de nous seuls. Vous lui direz que nous nous sommes mariés le 14 décembre 1939. Qu'après notre mariage, nous avons passé 10 jours dans un hôtel de la rue Madame. Vous lui direz que je connais par cœur le bateau ivre. Votre mari est capable de réciter par cœur le bateau ivre. Vous lui direz que nous avons fait l'amour pour la première fois à Strasbourg le 14 mai 1939. Et que cette nuit-là, nous nous sommes jurés d'être ensemble tous les 14 mai de notre vie. Je pense que la force de Lucie, le caractère exceptionnel en fait de cette femme, c'est qu'il y a un côté, il n'y a pas un côté, il y a une jeune femme, une jeune fille qui est fille de vigneron, qui est fille de la terre, qui a un instinct presque diabolique des gens, parce qu'elle me le fait encore aujourd'hui. Elle me fait des interprétations folles alors qu'elle voit mal. Elle me fait le portrait de quelqu'un en quelques secondes qu'elle vient de rencontrer. Est-ce que justement, à un certain moment, vous n'avez pas été frustré d'interpréter uniquement un rôle, une vie que vous auriez peut-être aimé vivre? Non, non, non. Ce que je voulais, c'était pas être un double de Lucie, pas être un clone. Je voulais lui rendre hommage. Vous avez en prison un homme qui s'appelle François Vallet. Par 2 fois, contre l'avis du juge d'instruction, vous avez refusé de signer sa mise en liberté provisoire. Si demain, vous ne signez pas favorablement, si le 14 au matin, François Vallet n'est pas libre, vous ne verrez pas le soleil se coucher le 14. On ne peut pas jouer, en plus, interpréter quelqu'un comme Lucie sans partager profondément, sans comprendre leur prise de position, qui sont encore une fois la haine du fascisme, du racisme, de l'injustice. Est-ce qu'avec vous, on pourrait juste faire un arrêt sur image et justement peut-être autopsier une des scènes qui vous a le plus frappé ou le plus ému ou qui a été la plus difficile à jouer? Ce sont les scènes avec, je dirais, avec Barbie. C'est les seules scènes, effectivement, où j'étais mal à l'aise parce que
J'imaginais, le pauvre était un acteur en face de moi, c'est terrible. D'ailleurs, il n'ose pas dire qu'il a joué Barbie. Il dit en Allemagne qu'il a fait un soldat allemand, mais il dit pas Barbie. J'imaginais la folie, la cruauté. Je veux dire, je ne pouvais pas faire autrement. La maladie d'ailleurs de cet homme, parce que cet homme est malade, cinglé, barbare, enfin tout ce qu'on veut. Et j'avais du mal, dans la réalité, à m'asseoir en face de lui. Les femmes, et depuis que le cinéma existe, sont beaucoup entre madone et empoisonneuse, entre muse de temps en temps, mais enfin, ou entre, encore une fois, diabolisée ou déifiée, mais que on est tout d'un coup une représentation d'une femme qui assume sa féminité, gère le quotidien avec ingéniosité, comme font les femmes, et qui en même temps a une responsabilité politique, c'est-à-dire qu'on la représente avec respect, comme un être humain. C'est très rare. Je suis contente, oui, que ça soit à moi que ça arrive. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop souvent un décalage entre votre image et ce que vous êtes? Oui, mais on ne peut pas voir ça dans une image. On peut le voir un peu au cinéma parce que justement on a affaire, on essaye de parler d'un être humain, mais pas sur une image, pas sur une couverture de magazine, c'est pas fait pour ça. Le cinéma a obligation d'identification avec le personnage, donc avec la réalité, avec les femmes d'aujourd'hui, avec quelque chose de nous-mêmes. Et qu'une couverture de magazine, c'est exactement l'opposé. C'est fait et c'est vendu pour faire fantasmer. Vous m'avez promis de m'épouser, je viens vous demander de me confirmer devant ce lieutenant votre promesse de mariage. J'attends un enfant de vous. Oui, madame, je suis condamnée à mort. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous admirez plus particulièrement chez elle, même quelque chose que vous lui enviez? Oui, cet amour de la vie qu'elle a si intact aujourd'hui, et le sens, la certitude qu'il y a des vérités avec lesquelles on ne transige pas. Plus de 160 films, toutes sections confondues, 4000 journalistes, un président du jury nommé Jack Lang, beaucoup de films asiatiques, quelques martiens, peu de stars américaines, mais des Français comme Deneuve, Bouquet, Binoche ou Delon. Tout ça au Festival de Berlin, 47e édition, qui s'est achevée lundi avec la remise de l'Ours d'Or au Larry Flynt de Milos Forman. Un festival également très politisé, comme a pu le constater sur place notre envoyé spécial polyglotte, Vincent Lebrun. À l'heure où Berlin se transforme, le 47e festival a battu son plein pendant 10 jours. Et cette Berlinale s'est achevée sur un sentiment tenace, que quelle que soit la qualité des films présentés, il a beaucoup été question de politique cette année. Comme un écho au tumulte actuellement à l'œuvre en France, les films parlaient de résistance, de liberté et du droit des individus à disposer d'eux-mêmes. Démonstration. Our right to decide for ourselves cannot be restricted. Grand gagnant du festival, Larry Flynt, puissante réflexion sur l'idée de démocratie, a donné le ton de la manifestation. Je pense que la liberté de la presse est la pierre angulaire de la démocratie. Elle est plus importante que les élections, que l'économie de marché. Hitler avait une économie de marché. L'Allemagne n'était pourtant pas une démocratie. Autre forme de journalisme, le reportage de guerre est au cœur de Territoire Comanche, la chronique audacieuse mais parfois maladroite de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, vue par 3 mercenaires de l'image. Quand votre travail consiste à chercher un cadavre pour une émission de télé et que vous êtes ravi de l'avoir trouvé, c'est quand même grave. Mais notre société a besoin de gens pour faire le sale boulot. On a besoin de bouchers, par exemple. Ce type de travail rebute les gens, mais il faut bien le faire. Présenter ce film ici veut dire aussi résister d'une autre façon, mais pour toutes les choses désagréables qui ont l'air de vouloir renaître un peu partout, et ça s'étend à l'Europe. Que Lucie et Raymond Aubrac soient là, en Allemagne, c'est ça le symbole. Je suis curieux de la réaction des Allemands sur ce film, il n'y a pas de doute. Mais j'espère qu'ils verront que ça peut se passer ailleurs, que je ne les visais pas spécialement. C'est l'histoire, bien sûr.
Ben, c'est l'homme. Le film est vraiment très bien fait. Et ce qui m'a touché, c'est l'authenticité et aussi la présence de Lucie Aubrac à Berlin. Le film aurait plutôt dû montrer qu'il y a quand même eu des Allemands qui ont aidé les résistants. Ça m'a beaucoup ému qu'un film comme ça soit montré à Berlin. C'est un petit signe pour l'avenir. L'avenir, justement, vu par Tim Burton, a les couleurs fluo et l'apparence hydrocéphale d'une bande de martiens aussi farceurs que meurtriers. Un film de science-fiction qui nous parle d'aujourd'hui. À part les martiens, de quoi devrions-nous avoir le plus peur aujourd'hui? De nous-mêmes, je crois. Ce serait un bon début. Il est sain de nous regarder nous-mêmes, de nous repositionner, alors que la technologie ne cesse de progresser et que les choses deviennent de plus en plus dingues. Nous, c'est précisément le sujet de Marion, le troisième film de Manuel Poirier, une fable sur la lutte des classes à travers l'histoire d'une fille de famille ouvrière convoitée par un couple de bourgeois. Au lieu de rien faire, tu préviens d'aider ta mère. Tu vois bien qu'elle a du boulot. C'est toujours moi qu'on engueule. Faut pas la kidnapper. C'est juste pour le lycée. Je m'en fous, je suis prête à tout pour être avec elle. On peut être à la fois politique et instinctif, sensitif, quoi. Et la notion de politique mélangée avec la notion d'affectif, pour moi, c'était la base du film. Voilà, j'ai fini. Si je devais parler de Marion, s'il y avait deux mots qui me viennent à l'esprit, je dirais affectif et pouvoir. Fracture sociale et besoin d'amour, oui. Besoin d'amour encore avec le film taïwanais La Rivière, dans lequel l'idée de résistance prend une forme inédite. Résistance d'un garçon à sa propre homosexualité, résistance d'un père à l'amour de son fils. Un film magnifiquement dérangeant où le désir se conjugue sur le mode de la souffrance. Ce que mon film veut montrer, ou plutôt ce que j'aimerais que les spectateurs voient, c'est le processus de souffrance chez l'homme. La vie pour moi est douloureuse. L'homme est né pour souffrir. On dirait que c'est dans la souffrance que les hommes peuvent s'étreindre. Dans mon film, il s'agit d'un père et de son fils. Souffrance toujours avec Sick, portrait fascinant du performeur masochiste Bob Flanagan, qui survivra 30 ans à une maladie pulmonaire en cultivant une résistance à la douleur hors du commun. C'est extrêmement fascinant. Je respecte les valeurs qui sont là-dedans, le plaisir, l'engagement consensuel et la communication. Le plaisir, c'est bien, si on ne fait de mal à personne. I could masturbate for hours and hours and hours and then ejaculate, I think. I mean, I have an orgasm, nothing happens. But then slowly, about an hour later, that's it. Mais Catherine, vous êtes d'une beauté. Si Catherine Deneuve est à Berlin, c'est pour présenter Généalogie d'un crime, le nouveau film d'un grand cinéaste en liberté, Raoul Ruiz, un cinéaste qui continue de s'affranchir des lois esthétiques et narratives avec Maestria, un cinéaste qui n'a peur de rien. Tu dérapes, Jeanne. Tu dérapes sérieusement. J'étais beaucoup trop loin ces derniers temps. Vous êtes paranoïaque ou pas? Ah non, sans quoi je ne serais pas ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au Festival de Berlin, c'est un festival qui est fait pour les grandes machines hollywoodiennes ou pour les petits films du tiers-monde avec des idées généreuses. Généreuse, justement, Catherine Deneuve a profité de sa présence à Berlin pour évoquer la pétition contre la loi Debré. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? À résister. Il est quand même normal qu'un citoyen puisse refuser de reconnaître des lois qui sont antinomiques avec l'esprit humanitaire d'un être humain. Comme chez Ruiz, il est question de crime dans Fred. Fred, c'est Vincent Lindon dans son meilleur rôle, celui d'un ouvrier au chômage plongé dans un sombre trafic. L'aventure policière comme réponse à la fracture sociale. C'est une histoire dégueulasse et je veux que t'en sortes. Es ist ganz klar, ich wünschte, eine partikularische Menschen schauen in den Film. Mais en français, c'est vrai. C'est une vraie volonté de montrer un milieu social qu'on ne voit plus beaucoup au cinéma, en tout cas pas depuis le Front populaire ou les films des années 50. T'as envie de passer avec un gros cul hier, un peu frimé tout? Mais c'était un gros cul, ça devait être ta femme.
J'avais envie de ces gens extrêmement simples qui vivent dans des milieux simples, en faire des vrais héros de polar. Y a pas à chier, c'est quand t'as rien à faire que t'as peur. Voilà, le festival de Berlin est terminé. L'an prochain, il quittera le centre de Berlin-Ouest pour émigrer plus à l'est, au milieu de ce chantier, l'un des plus grands d'Europe. La Berlinale qui s'exile à l'est, c'est un signe. Voilà, et maintenant, attention, préparez-vous à une invasion extraterrestre, puisque tout de suite après la pub, les Martiens attaquent. À tout de suite. Is my smile natural enough? Cinéma. Attention, ça y est, ils sont parmi nous. Après un Independence Day plein de bons sentiments patriotiques, Hollywood nous offre aujourd'hui une autre vision de l'invasion extraterrestre. L'anti-Independence Day, kitsch totalement déjanté, jubilatoire, truffé de références aux vieux films de science-fiction des années 50-60. Les Martiens ici sont violents, sans scrupules, ils n'hésitent pas à éliminer tout ce qui bouge, même le président des États-Unis. Et bien tout ça, c'est dans Mars Attack de Tim Burton. Après l'homme chauve-souris de Batman et les pulls angora d'Ed Wood, le réalisateur cinéphile s'inspire des cartes à jouer de son enfance pour décrire son invasion martienne. François Cognard l'a rencontré pour nous. Attention. What is that? White House is coming out live. My fellow Americans, this is a momentous occasion. It is profoundly moving to know there is intelligent life out there. Alien life. And our world will never feel quite the same again. Hey, we all make mistakes, Mr. President. Mars attacks. Not anymore. We're going to take charge of this thing. Tim, I wish I had seen this movie when I was a kid. Not you? Yeah, well, that's kind of why I wanted to make it, because I grew up watching those kind of movies and, you know, like all those old Ray Harryhausen movies with stop-motion animation, like, if it's for me, I'm not in. Movies like Earth versus the Flying Saucers, Jason and the Argonauts, those kind of movies were the kind of movies that inspired me, kind of actually made me want to make movies. The thing about those movies that was always great is that they always had real strong images. And I mean, I remember like the images of the ships like crashing into Washington, D.C. and things like that, you know, that's the thing about all these science fiction films is that they always, you know, I never remembered the plot ever, but you always had certain images that stayed with you, and even though they all blend together, that was their power, their strong images. What's wrong with the picture? Go to camera 2. I can't, it's busted. Well, then go to 1, go to 4. Mars Attack was written by an Englishman, you know, and we know that Englishmen can be cynical sometimes towards America. So by giving this movie to Jonathan James, wouldn't you think it was like more like England attacks instead of Mars attacks? Well, you know, America is it's such a mix of things, you know. I mean, that's what part of what's great about it. But there's you know, it's a crazy place, and there's a good, there's such a cross-section of everything. The Martian point of view is sort of the abstract point of view, and it was important. They're like kids playing, the Martians, basically. Well, you know, they're like, you know, I've always liked these characters that resist authority, you know. You said one day that you wish you had been the guy in the Godzilla suit. Did you wish this time to be the guy in the Martian suit? Well, you know, I always try to look at everything from different points of view. And, you know, again, there's something about them in terms of not understanding what they say, not understanding their motives, which I can identify with. Well, the thing is about
What's interesting about the characters, and that's what I liked about the image of these Martians, and you know, throughout the history of science fiction art, even back in the 1800s, there was always the image of these little green men with big brains, and for some reason, that's always sort of been, it's almost like a primal image somehow, and I don't know why that image has been regenerated so much, but there's something about them that's both sort of funny and scary and sophisticated and naive all at the same time, which I really like. You find it happens all the time, and then love will never do what you wanted to. Why can't this crazy love be mine? Jesus Christ. I know that you were scared with, by using computer graphic images to lose that naivety that we talked about, you know, with Harryhausen and stuff. Yes. How did you deal with that? Well, my mind was changed when I dealt with these people. You know, technology's gotten to a point now where really what it comes down to is good animators. You know, I mean, my background is in animation, and I think that if you're working with good animators, that's what it comes down to. I mean, that's great, because it always comes back to the human element. You usually do original drawings from your creatures, and then you build them. This time you had like other drawings done by tops in the 50s, 60s, you know. So was it easy for you to deal with these, you know? Yeah, because I like the image of them. That's what sort of drew me to it, is that I really liked the image of these characters, and I liked the style of the cards in which they're based. They had a very lurid, colorful, sort of, again, sophisticated and naive all together, which I kind of like. I like that that mix of things. Let's talk about the beautiful sequence with Eliza Murray, you know, in the Kennedy room. How did you come up with this sequence, and what was the mood you wanted to get? Well, there was one card that was new that had an image of a girl taking her head off, and there was a Martian underneath, and so that, I really liked the image of that card. So that's sort of where that whole sequence came from, and since all the Martians are animated, I like the idea of a human link. That's the original image. Yeah, that's where it all started from, the Martian girl. And when you saw that, you said, oh, God, I have to build my character from that? What was your reaction? Yeah, I was so thrilled. I felt like this is an incredible character, you know, and I'm just gonna, you know, explore every aspect of this character, you know. So I had a really great experience. Many great men and women have passed through here. Now we're passing through here. Feels good, don't it? Well, the interesting thing to me about the character was she had to communicate through her movement and her eyes. She has no, she doesn't speak. You said it was not easy for the actors, of course, to play against nothing, you know. And we're lucky that you had no actor studios type of actors. Exactly. Except one, Rod Steiger. Yeah, but he's like in his own world anyway, so that's fine. You know, he's got that's what's so great about Rod. You know, he's been through it all, and you know, he's in his own mind anyway, so it's fine. You think you can do anything you want? Well, you can't. You see, because we are human beings, and we have the United States Army that'll fight you to the last man, and we'll never surrender. Do you hear me? We'll fight you on the beaches! We'll fight you on the
just seeing all these great actors acting to nothing, it was like absurdist theater, you know? It was like watching some weird minimalist play. I almost wanted to release the film that way, with no margins, so you see all these, like, you know, abstract, but I don't know, it was... Like a Dadaist experiment. Exactly, exactly. Maybe I'll do that on the Laserdisc, just take out the Martians. Yikes. I'm not going to have that thing in my house. Sweetie, we may have to. The people expect me to meet with them. Well, they're not going to eat off the Van Buren china. One of my favorite cards, Destroying a Dog. Yes, a charming slice of American life. There it is. Yeah. In fact, we couldn't do this because this card is so great. It's hard to, I found that it would be hard to capture that in a moving image. How do you get so much freedom working for a big studio? And how do you get so much freedom at, you know, putting on the screen your fantasies? And God knows they're sometimes different. Well, I think the good thing is that they never know what I'm really doing anyway. They don't quite understand. But no, I mean, I've been lucky, and I've worked with Warner. I've worked with the studio, so you know, we have a relationship, and it's you know, it's like any relationship. There's a certain amount of trust, and there's a certain. I mean, the good thing about movies is that it's not an exact science. So there's a certain amount of abstraction. Martians, please come to Earth, please. Once you rise above fear, Annihilate! Kill! Kill! Let's not be too rash. then you'll be invited Hi there. Are you interested in the White House? to meet with a new people. It's so perfect that it's happening at the beginning of the new millennium. More powerful than the might of America. I'll tell you one thing, they ain't getting a TV. More advanced than the brains of Britain. Ladies and gentlemen, this could be a cultural misunderstanding. Voilà, et bien sûr, ces images, c'est fini les ovnis. On se retrouve quant à nous demain, si tout va bien. Bonne soirée. Try to remember when life was so tender. Follow. Le journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir. Bonjour. Bonjour. L'animation dans tous ses états. Et l'état de l'animation, c'est tout de suite avec au sommaire Du boulot pour tout le monde. pour Glenn Close, pour Superman, pour Ted Benoît et aussi pour vous. Et pour nous, tiens. Et aussi pour nous. Vous mesurez 1m80. Vous faites 250 kilos. Ou alors vous mesurez 1m30. Et vous faites 40 kilos tout mouillé. Alors présentez-vous au parc Astérix. Il cherche ses gabarits pour se mettre dans la peau des deux célèbres Gaulois, Obélix et Astérix. Si vous êtes plutôt moyen et que vous chantez comme une savate, il cherche aussi des assurances et tout risque. Ah, gloria, gloria. Si Blake et Mortimer, que nous allons bientôt voir sur Canal+, en dessin animé, revit de belles aventures, c'est sans doute grâce au dessinateur Ted Benoît. Ted Benoît, qui reprend donc avec brio les pinceaux d'Edgar P. Jacobs, décédé en 1987, avait déjà fait l'épreuve de son extraordinaire maîtrise du style Jacobs. C'était en illustrant des publicités, à la manière d'eux, pour des boîtes informatiques, que chacun a pu constater que si quelqu'un devait continuer l'œuvre, c'était bien Ted Benoît. Signalons également qu'en plus des BD publiés sous le nom de Jacobs, le studio Ellipse adapte en dessin animé l'affaire Francis Blake de Benoît et Van Hamme. Et 3 épisodes inédits. L'oncle Sam n'hésite jamais à envoyer ses héros sauver la veuve et l'orphelin à travers le monde. Ainsi, des dizaines de milliers d'albums de Superman en serbo-croate ont été envoyés aux petits bosniaques pour leur apprendre à faire attention aux mines antipersonnelles. Et pour mieux sensibiliser la jeunesse, on voit un enfant blessé et un chien qui meurt dans les bras de Superman, arrivé pour cette fois, et trop tard.
Glenn Close n'est pas une débutante. Non, on ne peut pas dire ça, non, c'est sûr, c'est pas une jeunette. Je ne veux pas recevoir cette chose dans ma maison. Non, je veux dire, ce n'est pas une débutante dans le dessin animé. Elle a déjà fait des voix dans les dessins animés des Simpsons. La mère de mère, par exemple. Elle parle un français parfait, dis-moi. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, que tu as une mère et qu'elle est vraiment très fière de toi. Allez, grouille-toi, Mena. J'ai un moteur électrique et il ne reste plus que 20 minutes de jus. Là, c'est la version française. Glenn Close fait la voix de la maman d'Homer dans la version américaine, bien sûr. Ah, je me disais aussi... Donc Glenn Close a fait du dessin animé. Oui, enfin, si on veut, quoi. Et à présent, elle joue en chair et en os un personnage de dessin animé. Exact, et c'est dans le film Les 101 Dalmatiens. Et elle ne joue pas un Dalmatien. Et tout de suite, voici... Ah, Real Monster! Drôle de monstre en français.